Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret des futurs démissionnaires. C'est le cocon dans lequel nous t'accueillons pour réinventer ta vie professionnelle avec audace et sérénité. Postadem, c'est le média avec les articles et les interviews. C'est la communauté. Et ce sont aussi les programmes d'accompagnement et de formation. Nouveau départ pour redonner du sens à ta vie pro en définissant un nouveau projet. Et Side Project pour lancer ton projet entrepreneurial en parallèle de ton job. Et Postadem, c'est également ce podcast. Dans ce podcast, l'équipe et moi, nous te partageons de l'inspiration, des conseils, des partages d'expériences en toute transparence grâce aux interviews. Alors si tu rêves de poser ta dème et de créer une nouvelle vie professionnelle qui a du sens, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonjour à tous, moi c'est Manon, coach du programme Side Project. Side Project, c'est 3 mois pour devenir entrepreneur en parallèle de son job. 3 mois pour développer une idée de A à Z jusqu'au lancement. Pas mal, non? Et justement, aujourd'hui, je reçois Anne, l'une des alumnies du programme. Anne a 42 ans et a participé à la 4e édition de Side Project. Elle travaille dans un groupe ferroviaire depuis plus de 20 ans, mais suite à un voyage au Guatemala, elle a décidé de laisser parler son cœur, et aujourd'hui, elle soutient les tisserandes de ce pays. Et on va justement découvrir aujourd'hui comment elle en est arrivée là. Bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Postadem. Merci beaucoup Manon, bonjour à toi et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast. Comme je viens de le dire, donc tu travailles toujours dans un groupe ferroviaire, puisque tu as en fait monté ton projet en parallèle, et tu valorises maintenant l'artisanat du Guatemala. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, donc oui, effectivement, moi je suis la fondatrice de Mayana, une marque qui propose des accessoires de mode tissés main par des tisserandes artisanes mayas du Guatemala, des artisanes d'une ethnie maya, d'une des 21 ethnies mayas du Guatemala. Alors moi, j'ai pas un parcours très classique. En fait, je suis rentrée très tôt dans le monde professionnel. En fait, j'ai été déjà une jeune maman à 15 ans et en fait, très vite, j'ai j'ai du coup passé un bac par correspondance, tout en élevant mon fils et en parallèle, j'ai débuté, dans ma première expérience professionnelle dans une grande entreprise de transport. Heu et puis, dans cette entreprise, c'est vrai que j'ai évolué en interne, et puis jusqu'en 2019 où, je suis arrivée à un poste de codirigeante d'une entité de 150 personnes. Mais, c'est vrai que je ressentais depuis un moment le besoin de faire un break, de faire un peu autre chose, et hem et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre, 4 mois pour moi, dont 2 mois où je suis partie au Guatemala. Donc je suis partie, seule avec mon sac à dos, avec, pour objectif de prendre des cours d'espagnol et de faire du volontariat sur place. Donc c'est ce que j'ai fait, ça s'est super bien passé, mais c'est vrai qu'en parallèle les voyages, j'ai fait de surprises, hein, et en fait, j'ai rencontré, des femmes artisanes, des tisserandes, qui ont véritablement de l'or entre les mains, et je suis vraiment tombée amoureuse de leur artisanat, et c'est comme ça en fait que tout a commencé, et heu et qu'aujourd'hui, je propose du coup, je continue à travailler avec ces artisanes et je propose, du coup de faire découvrir leur artisanat en France. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer pourquoi le Guatemala, pourquoi tu as choisi ce pays-là en particulier? Alors tu disais que tu voulais apprendre l'espagnol, que ça c'était vraiment un objectif pour toi, mais pourquoi ce choix-là? Alors pourquoi ce choix-là? En fait, j'ai été attirée par l'Amérique centrale, l'Amérique latine. C'est vrai que c'est une culture que j'aime bien. Alors déjà, je suis passionnée de voyage, hein, donc j'ai fait pas mal de voyages, voilà, avant. J'étais allée au Brésil, j'étais allée à Cuba, j'avais fait le Japon, mais bon, c'est vrai que la culture latino-américaine me plaisait, et en fait, je prévoyais de partir, 2 mois au Guatemala parce je voulais aller en Amérique centrale, et en commençant à me documenter sur les différents pays, en fait, c'est celui qui m'attirait le plus, de par sa culture, notamment, avec la culture maya, mais aussi avec les paysages parce que c'est un pays, voilà, qui est absolument, magnifique, et avec plein de volcans. Donc moi qui adore, les treks, voilà, ça c'était quelque chose qui m'attirait aussi,
Et puis, en fait, le Guatemala, il faut savoir que c'est un pays où il y a énormément d'écoles d'espagnol, où vous pouvez prendre des cours particuliers d'espagnol vraiment à moindre coût, vous logez dans des familles. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers qui vont au Guatemala exprès pour ça. Et c'est là où moi j'ai fait pendant un mois une centaine de cours d'espagnol avec une prof particulière. Et donc voilà pourquoi mon choix s'est porté sur le Guatemala. Super. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer du coup un peu ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la fin du voyage a été un peu précipitée. Je pense que tu vas nous expliquer pourquoi. Et est-ce que tu pourras du coup nous dire aussi quelles sont ensuite les étapes quoi entre le moment où tu rentres en France et où tu te dis bah je vais monter cette boîte, je vais monter Mayana et voilà et ça y est quoi. Ouais. Ouais, en fait, ça a été un long parcours parce que, effectivement, il y avait eu cette rencontre qui avait été très forte avec les tisserandes, où elle m'avait demandé: «Mais ouais, parle de nous, fais-nous connaître et tout ça», et je me rappelle être sortie dans la rue du village où elles étaient, et j'interpellais les touristes en leur disant: «Mais allez voir les tisserandes qui sont là-haut, en haut du marché», et cetera. Donc j'avais vraiment une énergie, une grande énergie, en fait, quand que j'avais puisée chez elles. Mais c'est vrai que du coup, en fait, je comptais, donc ensuite je partais prendre des cours d'espagnol, je partais en volontariat et je comptais revenir les voir, passer du temps avec elles pour moi-même apprendre à tisser. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu le faire parce que c'était l'heure le confinement, la situation avec la pandémie étant ce qu'elle était. En fait, du jour au lendemain, les frontières ont été fermées. Il y a eu un confinement très strict au Guatemala, où du coup, il y avait un couvre-feu à partir de 16 heures. Enfin bon, c'était assez compliqué. Donc en fait, j'ai pas pu à la fin de mon voyage retourner les voir comme j'avais prévu de le faire. Euh, mais il n'empêche, bon, finalement, au bout de 15 jours, du coup, ouais, 15 jours après le début du confinement, je suis rentrée en France. Et ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, je devais ensuite aller en Colombie et mon compagnon devait me rejoindre en Colombie. Et on devait passer 2 mois en Colombie. Donc c'est vrai que ça s'est pas forcément passé comme c'était prévu. Ah ouais, là il y a eu un sacré changement de programme là. Complètement. Donc je suis rentrée en France et effectivement, j'avais 2 mois du coup pour moi, où du coup je travaillais pas puisque j'avais prévu de pas travailler pendant 4 mois. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 mois?» Sachant que voilà, j'habite en appartement, en région parisienne. Enfin voilà, j'ai eu un petit moment de panique au début. Bon, j'étais quand même très contente de rentrer parce que c'est vrai que la situation était un peu anxiogène, quand même à l'autre bout du monde, voilà, donc j'étais quand même très contente de rentrer, de retrouver les miens. Mais du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Et en fait, j'avais depuis un certain temps, envie de faire un bilan de compétences. Et du coup, je me suis dit: «C'est le moment de le faire». Donc c'est à ce moment-là que je me suis inscrite à un bilan de compétences que j'ai fait en ligne, du coup, heu, vu la situation. Et en fait, ça m'a été extrêmement bénéfique. Et en fait, c'est pendant ce bilan de compétences où du coup, j'ai vraiment fait un travail d'introspection sur, voilà, ce qui me correspondait, heu, sur moi, sur mes aspirations profondes, sur mon envie d'être alignée, avec mes valeurs, et cetera, que je me suis, qu'en fait, que cette idée, qui à la base était, voilà, juste une idée, une envie, en fait, cette idée, voilà, a vraiment, germé. Et où je me suis dit: «Bah, maintenant, ouais, j'ai envie d'apporter, voilà, un soutien à ces femmes en faisant connaître leur création, leur artisanat». Et c'est comme ça qu'en fait que l'idée est née. Mais après, une fois qu'on a l'idée, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que moi, du coup, je viens pas du tout voilà, de par mon parcours, je n'ai pas du tout de compétences en commerce, en digital marketing. Enfin, c'est des choses que vraiment je connaissais pas du tout. Et le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, je le connaissais pas du tout non plus. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ensuite la formation, Side Project, et que cette formation, elle m'a aidée à construire mon projet. Et justement, donc tu participes à Side Project 4, donc en plus c'est vraiment dans le contexte de la pandémie, il y a eu confinement, puis le déconfinement, on savait pas trop au niveau de l'été comment ça allait se passer, etc. Et pour autant tu rejoins Side Project. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principaux enseignements que tu en as retirés?
Ah ouais, alors les principaux enseignements, alors c'est vrai qu'il y avait, en fait la formation Side Project, il y a environ, je crois que c'est 12 modules. Alors c'est vrai que les 4 premiers modules, c'est, sur l'introspection, le choix du projet, donc ça c'était déjà un travail que moi j'avais fait, mais ça a permis de conforter un petit peu ce que déjà tout le travail que j'avais fait. Et puis ensuite, vraiment ça m'a donné une méthodologie et de ouais d'avancer, pas à pas sur, comment construire un projet entrepreneurial. Donc c'est en allant, s'inspirer de la concurrence, en faisant un business plan, en définissant un premier produit test, pour pas s'éparpiller, partout, en se posant des questions sur son persona, que le persona c'est le voilà, c'est un peu le client idéal. Hem, Ce qui m'a beaucoup aussi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est, le de commencer à écrire son contenu fondateur, sa page à propos de son futur, voilà, de se projeter en fait, de comment prospecter. Et puis alors un module et un outil qui m'a énormément aidée, c'était la réalisation d'un questionnaire pour faire une étude de marché. Et là en fait, ce questionnaire, ça a vraiment aidé à devenir, à rendre le projet concret. Puisque du coup, j'ai commencé à le diffuser, j'ai eu plus de 150 réponses et en fait, dans ce questionnaire, j'introduisais en expliquant un petit peu mon projet qui, pour le moment, était quand même assez flou et en fait, j'ai eu plein de retours sur, en fait, des conseils qu'on pouvait me donner et notamment d'autres entrepreneurs qui avaient, fait la même chose et qui me faisaient les contacter. Donc en fait, ça a été une porte qui s'est ouverte sur, ouais, sur le monde de l'entrepreneuriat. Et, hem et donc ça a été ultra bénéfique et ça m'a permis, ouais, de rencontrer notamment, par exemple, j'ai un exemple, ça m'a permis de rencontrer Lucie, qui a créé une marque, qui s'appelle Trend Ethic et qui fait un peu la même chose avec des tisserandes d'Asie du Sud-Est. Et en fait, donc sa marque, elle a un peu plus de 3 ans. En fait, elle m'a énormément, aidée parce qu'en fait, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde ultra bienveillant et ouais, j'ai eu plein comme ça de contacts où, en fait, ça a permis aussi d'agrandir un petit peu mon réseau et de et d'avancer. Tu viens de dire un truc qui est, je trouve, hyper intéressant parce que c'est pas forcément ce qu'on associe à l'entrepreneuriat. Tu as dit le monde de l'entrepreneuriat est hyper bienveillant. C'était quelque chose auquel tu t'attendais ou pas du tout? Alors pas forcément. En fait, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout une vocation. Je me suis jamais dit, «Je veux être entrepreneur», c'était pas du tout quelque chose que j'avais en moi. Là, c'est juste que le projet, en fait, si je voulais m'impliquer dans ce projet qui me tenait à cœur, en fait, faut que tu passes par là. Et c'était effectivement pas quelque chose, forcément quelque chose auquel je pensais, mais finalement, je me rends compte que tous les toutes les personnes qui sont un peu dans la même situation que moi et que je peux solliciter, heu, en fait, répondent avec plaisir à mes questions. Là, ce matin, enfin pas plus tard que ce matin, j'étais en conversation, téléphonique avec, une femme qui propose aussi différents produits artisanaux des 4 coins du monde et on se demandait, voilà, comment on pouvait s'entraider. C'est vrai que c'est pas quelque chose, auquel je pensais, forcément parce on peut vite se sentir seul, je pense, dans le monde, entrepreneurial. Mais au final, il y a des personnes qui vivent la même chose que nous et qui sont prêtes à nous aider comme moi, je suis prêt à aider ceux qui pourraient me solliciter, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un état d'esprit, très bienveillant, c'est vrai. Qu'est-ce qui a été déclencheur justement chez toi? Tu disais que voilà, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément un monde avec lequel tu étais à l'aise, que tu connaissais, enfin, c'était assez éloigné de ce que tu faisais dans ta vie professionnelle. Si tu regardes avec un petit peu de recul ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce qui a été vraiment déclencheur et tu t'es dit, OK, je veux passer vraiment de l'idée au projet, je veux que ça se concrétise. En fait, ce que je voulais faire, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était quelque chose qui n'existait pas, enfin que je pouvais pas faire par le biais du salariat. Heu, donc hem, donc là, je me suis dit: «Il faut que je crée ce que je veux faire, sur mesure, quoi, pour que aussi ça corresponde à ce que moi je veux faire, aux valeurs que je veux, diffuser». Donc en fait, après, c'est venu assez naturellement le fait de se dire: «Ouais, cette idée, c'est
un projet que j'ai en moi et donc il n'y a pas 36 solutions pour, passer à l'action. En fait, il faut, enfin voilà, je vais développer ce projet par le biais de ouais, de l'entrepreneuriat. Différentes sources d'inspiration aussi. Commencer, effectivement à me renseigner sur ce sujet. J'ai, j'ai notamment un livre, qui parle d'une méthode pour libérer l'entrepreneur qui est en vous, c'est la méthode Live Mentor. Puisqu'en fait, après la formation Side Project, j'ai, heu, j'ai continué à me former en méthode de e-commerce avec, un organisme de formation qui s'appelle Live Mentor et heu et du coup, auparavant, j'avais acheté ce livre qui parle d'ailleurs de Charlotte, Apieto et de Postadem. Heu et heu et donc c'est comme ça que, après je me suis vraiment sentie, ouais, dans cette posture-là d'entrepreneur. Tu disais du coup que ça avait quelque part renforcé ta légitimité d'y aller parce que ça y est, tu avais des cartes aussi, des éléments en main, des clés en main pour te lancer. Euh, quelles ont été les étapes finalement jusqu'à la mise en ligne, quoi, que Mayana existe, que ça y est, ça soit concrétisé, qu'il y ait un site, etc. Quelles ont été un peu les étapes? Parce que c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui revient dans la communauté, la peur de développer un produit, que ça va être long, qu'il va falloir des compétences qu'on n'a pas forcément, qu'en plus en ce moment, bah voilà, il y a un peu, on parle de crise économique, etc. C'est pas forcément intuitif de se dire on peut développer un produit et ça peut fonctionner. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu par quelles étapes tu es passé jusqu'au moment où voilà, Mayana existait, ça y est, c'était en ligne. Oui. En fait, il y a eu toute cette formation, Side Project, donc qui m'a vraiment, voilà, donné une structure, pour avancer et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué du coup à me former. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'effectivement, c'est bien beau d'avoir, voilà, une idée, d'avancer, mais après, moi, j'avais besoin effectivement de me lancer et puis assez rapidement pour que ça devienne ouais, que ça devienne vraiment, concret. Donc mon idée, c'était effectivement de faire un site internet qui fasse aussi, boutique en ligne, et puis où on peut retrouver aussi des articles de blog et donc pour ça, j'ai suivi, ouais, une formation, e-commerce avec Live Mentor. Donc c'est une formation qui a duré 3 mois où il y a un coaching aussi tous les 15 jours et après j'ai du coup, pris un abonnement, auprès de Shop. Donc Shop, c'est le concurrent de Shopify, mais c'est un peu la même chose, sauf que c'est un site entièrement français, et c'est là où j'ai voilà, pas à pas, commencé à vendre les produits. Mais bien sûr, avant tout ça, il y avait, le fait de re-rentrer en contact de nouveau avec les tisserandes, de savoir aussi déjà si le projet, que j'envisageais, voilà, si elles étaient partantes. Donc bien sûr, ça a été un oui, hein, puisque, la situation, là-bas est très compliquée. Elle l'est toujours parce qu'en fait les tisserandes, elles vendent, sur un marché, qui est local, aux touristes qui sont de passage et qui, comme moi, sont émerveillés par ce qu'elles font. Mais là, du coup, avec la pandémie, elles avaient plus du tout, moyen de vendre, en fait, leur production. Comment ça se passe justement cette reprise de contact? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur dis et quel est l'accueil qu'elles te réservent? Donc déjà, j'avais pas forcément leurs coordonnées, donc du groupe de femmes que j'avais rencontré et finalement, en fait, par l'intermédiaire d'un groupe, Facebook auquel elles ne répondaient pas. Parce que, je pense que bon, déjà la communication, le digital, c'est pas forcément quelque chose avec lequel elles sont familières. Mais j'arrive à rentrer en contact par une amie du groupe qui est en fait une fille des tisserandes. Donc en fait, je commence à rentrer en contact par l'intermédiaire de cette femme, qui du coup me remet le lien, avec les tisserandes. Voilà, après j'avais un peu peur aussi de créer de faux espoirs, c'est-à-dire est-ce que mon projet il allait voir le jour? Parce que quand j'ai repris en contact, ça devait être juste avant Side Project où je savais pas du tout si ça allait marcher, si mon projet allait aller au bout. Donc ça, c'était une de mes peurs aussi, c'est-à-dire de créer de faux espoirs. Parce qu'en fait, ça, je leur ai dit, quoi. Je leur ai dit: «Voilà ce que j'envisage de faire, mais je ne sais pas si ça va fonctionner». Mais en tout cas, elles ont été, ravies que,
parler d'elles et puis, faire découvrir leur artisanat, à un public nouveau pour elles. Alors après ce qui a été difficile, c'est, la communication en général, c'est de faire venir ne serait-ce que des premiers produits, du coup pour voir, parce qu'entre les photos et entre les produits que voilà, que je recevais et finalement après je suis passée par une association sur place qui était implantée sur place et qui fait le lien entre moi et les tisserandes parce que je me suis rendue compte que c'était extrêmement compliqué d'être à la fois en France et à la fois, d'avoir un suivi, aussi bien de la qualité, que, bah, ouais, de la communication et cetera. Donc en fait, j'ai fait une appel à une association qui est sur place, qui est labellisée commerce équitable et qui fait le lien entre moi et les tisserandes. En attendant de pouvoir, moi, pouvoir y aller, de nouveau parce que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est ça, c'est que tu as le projet de retourner là-bas et donc du coup de maintenir ce lien aussi. Complètement, complètement, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement, en fait, j'avais prévu d'y retourner fin janvier, juste avant les annonces du gouvernement là, mais bon, on va dire qu'il y a eu, j'ai eu des petits soucis, en fait, mon compagnon a eu des soucis de santé et du coup, bon, ce projet on va dire est reporté à une date ultérieure. De toute façon, c'est pas non plus les meilleures conditions là pour y retourner. Tu disais que l'une de tes peurs, bah, c'était de créer des faux espoirs que tu savais pas en fait. Voilà, tu voyais toi le potentiel de ce projet-là, mais évidemment tu ne pouvais pas savoir bah, quel succès ça allait rencontrer. Comment est-ce que tu as surmonté ça, cette peur, ces blocages, comment tu les as finalement surmontés? Alors, en fait, pour pas décevoir les artisanes, en fait, bah, c'est en leur en parlant, hein, tout simplement, en verbalisant. Heu, ensuite, bah, c'est vrai que j'avais des doutes sur ma capacité aussi à mener à bien ce projet en parallèle de mon activité professionnelle puisque du coup, au mois de mai, je reprenais une activité professionnelle, à temps plein dans un premier temps et ensuite, j'ai basculé à temps partiel pour pouvoir me consacrer un peu plus à ce projet. Mais c'est vraiment avec la stratégie aussi des petits pas, c'est-à-dire en fait, quand on regarde la montagne, qu'il y a à gravir, on se dit: «Bah, ouais, ça va peut-être pas être évident», mais en fait, quand on se fixe des petits objectifs ou des objectifs un peu moindres pour pouvoir arriver à un objectif un peu plus grand, ben, voilà, ça devient tout de suite, un peu plus facile, un peu plus atteignable. Voilà, j'avais aussi une autre peur, c'était la peur financière parce que c'est vrai qu'au début, je savais pas. Hem, c'est vrai quand en tout début d'année, j'en avais vraiment, enfin, j'étais arrivée à un seuil où c'était vraiment difficile au travail et voilà, j'avais à un moment donné, pendant mon bilan de compétences, je m'étais dit: «Bah, peut-être que voilà, je me consacrerai entièrement à ce projet» et puis en fait la peur financière de pas, de tout quitter, je me suis dit: «Bon, je vais y aller par paliers, je vais pas, tout laisser tomber, en tout cas pas tout de suite». Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié un 80 avec mon employeur et ce qui me permet de me dégager du temps, pour mon side project. Comment tu as négocié ça justement? Parce que c'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire que tu as eu ce retour dans ta boîte au milieu, donc il fallait gérer ça aussi. Et comment tu as du coup amené ce temps partiel? Parce que du coup tu revenais de plusieurs mois sans avoir travaillé dans ton entreprise. Comment tu as présenté les choses et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté? Ouais, alors en fait, bon, du coup, je changeais de poste. C'est-à-dire qu'au mois de décembre 2019, donc j'étais en fin de poste. J'avais 4 mois de break. Retour était déjà prévu sur un autre poste. Donc là, actuellement, je fais de l'audit et du conseil. Donc c'est de l'entretien. Enfin voilà, tout était calé avant mon départ. Je savais où est-ce que j'allais, voilà, dans quel poste j'allais tenir au retour. Mais c'est vrai ce qui était induit, c'est que c'était un poste à temps plein, voilà, il n'y avait jamais été question d'un 80. Donc c'est vrai que je me sentais très mal à l'aise, d'arriver et puis, de demander un temps partiel. En fait, je enfin même moi, en fait, le premier frein, ça a été moi-même en me disant: «Non mais je vais pas arriver sur un nouveau poste avec un nouveau responsable et commencer à demander un temps partiel». Et puis bon, finalement après, je me suis dit: qu'est-ce que je risque?» donc en fait, j'ai sollicité une entrevue avec mon responsable. Je lui ai expliqué, en fait, je lui ai parlé de mon projet et tout simplement, en fait, en étant, voilà, tout à fait,
honnête. Et en fait, du coup, je lui ai demandé, de comment, est-ce que c'était possible d'envisager un temps partiel et comment on pouvait s'organiser, pour ce temps partiel. Donc en fait, lui, ce qui n'arrangeait pas le service, c'est que je prenne une journée, par exemple, par semaine, ça aurait pas été possible. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'attendais, c'était plutôt, d'avoir des gros blocs pour justement pouvoir repartir, sur une longue durée, sur un mois et demi. Et donc ça, en fait, c'était tout à fait possible puisque la révision des audits se fait sur une année, complète. Donc en fait, il suffit de moi d'anticiper, par exemple, là, pour 2021, j'ai donné, du coup, mes périodes d'absence pour toute l'année et en fait, eux, me calent mes audits, su en dehors de mes phases de congé. Donc en fait, ça s'est passé, mais vraiment comme une lettre à la poste, alors que vraiment au départ, je pensais que ça allait poser problème, quoi. Et ce que je retiens de ce que tu viens de nous expliquer, c'est que déjà, tu as fait preuve de transparence et comme tu le dis, en fait, d'avoir été honnête sur tes intentions, d'expliquer ton projet, déjà, ça a été une première brique qui a fait que ton employeur dise oui. Et qu'ensuite, tu as en fait finalement travaillé à ce que ça soit gagnant-gagnant. Voilà, le fait que sur l'année, vous puissiez aussi avoir la visibilité pour chacun, c'est ce qui a aussi été clé dans le fait qu'il te donne son accord, quoi. Exactement, exactement, ouais. Et puis je pense que vraiment le premier frein parfois, c'est nous-mêmes et que enfin, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui me disent: «Oh là là, mais là je veux négocier une rupture conventionnelle, ça va jamais passer», voilà et en fait, si ça se passe bien ou enfin, en fait la réaction on a tendance à anticiper la réaction de l'autre, de son responsable, de son employeur, de son entourage et en fait, c'est souvent on voit le côté le plus négatif. On se fait souvent le scénario le plus négatif, mais heu, mais c'est pas forcément le cas, quoi. Il faut aussi, s'autoriser à se dire: «Bah oui, en tout cas, qui ne tente rien n'a rien» et en étant honnête et en expliquant les choses, en fait, on peut, tout à fait arriver à un consensus, ouais. Ouais, et ça, je trouve que c'est un point hyper intéressant de se dire qu'on peut être son premier frein finalement. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières et souvent en s'autorisant des choses et en se disant, en fait, qu'est-ce que je perds à essayer? Pas grand-chose, vaut mieux essayer et de se dire, au moins j'ai tenté et avoir une belle surprise à l'arrivée et de se dire que ça peut être accepté. Ouais, tout à fait. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, du coup, dans Mayana, avec cette nouvelle organisation de ta vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai lancé ma marque, donc je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. J'ai lancé mon site, e-commerce, avec une boutique en ligne et puis, alors je vends aussi bien à des produits artisanaux, à des on va dire en B2C, mais, là j'ai aussi, contacté quelques boutiques et j'ai notamment une boutique, d'artisanat près de Grenoble qui m'a fait confiance et du coup, auquel j'ai vendu aussi, certains produits. Donc ça, je suis aussi super, super contente. Voilà, il y a d'autres partenariats là qui se mettent en place. Alors c'est pareil, du coup j'ai rencontré aussi, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas que moi qui faisais la promotion de l'artisanat de ces tisserandes puisque, j'ai rencontré une autre personne qui avait créé sa marque aussi, qui va régulièrement au Guatemala et en fait, j'ai proposé, de rentrer en contact enfin voilà, je suis rentrée en contact avec elle et on s'est échangé, voilà quelques bons conseils et certainement que nos prochaines étapes, ça sera de faire des marchés artisanaux, toutes les 2 pour, en fait, elle fait déjà ce genre de choses et en fait, ça marche plutôt bien puisque l'artisanat, c'est vrai qu'en fait, en général, les gens ont plutôt besoin de toucher les produits, de voir, de comprendre l'histoire et donc là, en fait, la prochaine étape, ça va être, de vendre en direct et ce qui sera aussi bien pour moi pour recueillir aussi, les témoignages des personnes, en direct, de comprendre un petit peu ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, et de pouvoir, du coup aussi améliorer certaines choses. Voilà, en tout cas, je suis toujours en contact, voilà, avec ces tisserandes. C'est vrai qu'elles font un travail absolument, incroyable. Elles utilisent un savoir-faire qui est ancestral, qui a plus de 2 500 ans. Elles sont les garantes d'une tradition maya et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'émeut et qui continue de m'émerveiller, tous les jours.
Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu viens de nous expliquer, c'est que pour montrer ces trésors au plus grand nombre, tu as développé vraiment au fur et à mesure ton business, c'est-à-dire que tu le disais, hein, il y avait voilà, du B2C, mais que très rapidement, tu étais allé aussi sur du B2B, voir comment tu pouvais nouer des partenariats. Et ce que je trouve très marquant, très fort dans ce que tu nous as aussi expliqué, c'est le fait que tu te sois rapproché de quelqu'un qui est finalement une concurrente à la base, et toi, tu y as vu une opportunité plutôt que d'y voir une menace. Et ça, je trouve que c'est un super message de se dire que non seulement on a à apprendre de ses concurrents, et on peut même construire des choses ensemble. Ouais, 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 complètement. C'est vrai que ça, c'est une barrière enfin, pour moi, qui est vite tombée et en fait, ça rejoint aussi le monde de l'entrepreneuriat qui est ultra bienveillant, c'est-à-dire même une personne qui fait exactement la même chose que moi, alors qui propose peut-être pas les mêmes produits, mais en tout cas qui a les mêmes valeurs et la même, on va les mêmes fondations. Heu, du coup, en fait, on a plein de choses en commun et plutôt que de faire les choses, chacune dans son coin, pourquoi pas s'unir pour être plus fort, pour gagner en visibilité et pour, voilà, pour, conquérir, plus de marché, en fait. Ouais, et l'union fait la force en fait. C'est vraiment la démonstration de ça. C'est-à-dire que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, quoi. Quels sont les conseils que tu voudrais peut-être donner aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent encore à sauter le pas et à lancer ce projet qu'elles ont au fond d'elles mais qu'elles n'osent pas encore lancer? Quels seraient les conseils que tu voudrais leur donner? Ouais. Alors moi, je pense que si on a une idée, quelque chose qui nous tient à cœur, qui vraiment, qui nous fait vibrer, en fait, il faut, je pense, suivre son intuition et puis, se faire confiance. Alors c'est vrai que parfois les peurs, elles sont là, elles prennent beaucoup de place. Je pense qu'il y en a toujours et c'est normal, en fait, de se di enfin, je pense que ce qui est pas normal, c'est de pas avoir peur. Après il suffit aussi de maîtriser cette peur et de se dire bon, de la laisser un petit peu de côté, de dire: «OK, tu es là, OK, tu me donnes certains signes, mais c'est quand même moi qui mène ma vie quoi, comme bon me semble». Et je dirais aussi que c'est important d'avancer à par petits pas, de décomposer, effectivement l'objectif final et de faire des petits pas, de pouvoir avancer, et puis, d'être prêt à apprendre, parce que pour moi, c'est un peu la clé. C'est-à-dire que quand, effectivement, on n'a pas forcément, toutes les compétences, nécessaires, mais ça s'apprend et si on a envie d'apprendre, je pense qu'on peut être capable de plein, plein de choses. Moi, c'est vrai que, par exemple, le e-commerce ou même le commerce tout court, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en moi. Je pense que la seule chose que j'ai vendue, c'était des bouquets de muguet quand j'étais enfant. Donc voilà, je partais de loin, mais en fait, tout ça, ça s'apprend quoi et c'est enfin voilà, je pense, c'est important dans cette optique-là, de dire: «Bon OK, ça je sais pas faire, mais c'est pas grave parce que ça je peux l'apprendre». Et puis, peut-être un dernier conseil, c'est de se faire accompagner, quand c'est nécessaire, soit par un coach, soit ça peut être voilà, par d'autres entrepreneurs, en tout cas de ne pas rester seul. Parce que, parfois la solitude elle peut peser parce que c'est vrai quand on est entrepreneur, on gère tout de A à Z, que ce soit la compta, le marketing, la communication, la logistique, voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est parfois de prendre un petit peu de recul, de pouvoir, parler de son projet, d'avoir d'autres regards, de encore une fois, de solliciter, d'autres, voilà, de créer des partenariats, de solliciter, l'avis d'autres entrepreneurs, pour pas être, seul en fait sur son projet. Ouais, bien s'entourer pour déjà sortir de l'isolement dans lequel on peut être quand on est entrepreneur et puis aussi, comme tu le disais, pour avoir un autre regard, changer aussi de perspective et se dire tiens, il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas encore explorées et que je vais aller tester ou en tout cas que je vais emprunter à d'autres entrepreneurs. Est-ce que tu aurais un livre, une vidéo, une ressource que tu conseillerais à ces futurs entrepreneurs qui nous écoutent, quelque chose qui voilà, qui a vraiment été déterminant pour toi dans ton cheminement d'entrepreneur? Oui. Alors moi, au tout début, c'est vrai que j'aimais beaucoup écouter les podcasts de Pauline Léniaud.
son podcast Le Gratin où en fait elle a fait plein de podcasts sur justement sur, le monde de l'entrepreneuriat, comment s'organiser, comment savoir s'il y a un marché sur notre produit, comment parler de sa marque, voilà. Enfin du coup ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et sinon, alors c'est plus quelque chose, une ressource plus personnelle, mais en fait, c'est d'avoir un bullet journal. Et moi, en fait, j'ai un journal spécial projet où en fait, j'organise ma semaine en mettant, bah, mes grands objectifs, et tous les jours, je marque, en fait, ce que je fais sur ce que je fais sur mon projet, mais ça peut être, juste publier un post Instagram ou voilà, bah, par exemple, aujourd'hui, ça va être podcast avec, Manon Postadem. Hem Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé à poser sur le papier, en fait, à chaque fin de semaine, d'avoir un petit peu un regard sur ce qui s'est passé la semaine précédente et d'avoir des moments de gratitude aussi, de remercier, en fin de semaine, soit une personne, soit voilà, quelque chose qui a été déterminant, pour moi dans la semaine. Hem Et de traquer un peu mon humeur aussi. C'est-à-dire que, parfois c'est vrai que j'avais pas trop, des fois il y a des moments, hein, enfin je pense que de doute où, on se dit: «Mince ça avance pas» ou voilà et en fait de mettre en fait jour par jour un peu l'humeur du jour et de se dire en fait, bah, c'est normal s'il y a des moments où c'est un petit peu plus dur que d'autres et en tout cas dans la globalité, bah, ouais c'est plutôt super et c'est plutôt sympa de voir avancer son projet et en fait quand je revisionne mon journal que j'ai commencé là au mois de septembre, bah, je me dis: «Ouais, qu'est-ce que ouais j'ai quand même bien avancé et je suis quand même fière de ce que j'ai fait, quoi». Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a à la fois le côté organisation, c'est-à-dire vraiment se fixer les priorités de la semaine ou du mois et du coup de pouvoir aussi traquer, comme tu le disais, tout ce qu'on fait pour son projet et puis aussi d'avoir cette espèce de regard et se dire waouh, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que pour terminer, Anne, tu aurais un petit mot de la fin, un mantra, une citation, une anecdote que tu voudrais nous partager? Alors un petit mot ou un mantra, bah, en fait, c'est quelque chose, ouais, j'aimerais dire, en fait, qu'il faut s'autoriser à rêver. Heu, c'est vrai que moi, cette année, l'année 2020 qui a été un peu atypique, c'est une année où je me suis vraiment autorisée à rêver et je pense que ça fait du bien. Heu et ça fait même un bien fou, c'est-à-dire, en fait, de se reconnecter avec soi, avec ses valeurs, avec l'enfant aussi qu'on était, quand on était, voilà, il y a quelques années et heu et ouais, de s'autoriser à suivre notre instinct, suivre ses projets les plus fous, mais en fait de s'autoriser à rêver, voilà, c'est mon mot, C'est un très beau mot de conclusion, Anne. Merci beaucoup. Je suis sûre que ton parcours en inspirera beaucoup d'autres et qu'ils auront envie, eux aussi, de rêver. Ce que je retiens de notre échange, bon, tu nous as dit plein de belles choses, plein de bons conseils, mais ce que je retiens avant tout, c'est ce monde de l'entrepreneuriat qui peut être bienveillant et où on peut vraiment trouver des personnes qui nous accompagnent, qui nous entourent, qui nous aident dans notre démarche. Et l'autre chose que je retiens et que je trouve très importante, c'est de se faire confiance, d'oser et que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières et qu'une fois qu'on les a surmontées, ben, en fait, tout est un peu possible, quoi. Voilà, c'est ce que je retiens en tout cas de ce que tu nous as dit. Encore un grand merci, Anne. merci à toi Manon. Et je remercie aussi tous les auditeurs qui auront écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.